On m'a proposé 800 000 euros pour 14% de ma startup. Je n'ai aucune compétence technique et j'ai développé ce projet from scratch, tout seul, ces 15 derniers mois. J'ai donc décidé de sortir une vidéo où je vais t'expliquer la méthodologie complète, étape par étape, pour que tu puisses savoir comment demain, toi aussi, créer ta startup et notamment comment développer une startup SaaS, donc une application, une plateforme informatique dans l'intelligence artificielle pour des sociétés. Je te le préviens, la vidéo sera longue, il va y avoir beaucoup de valeurs et beaucoup de conseils pratico-pratiques. Donc pour ça, n'hésite pas à mettre sur pause, à aller checker, contre-vérifier et surtout à poser des questions en commentaire si jamais tu veux en savoir plus. Donc, tu prends ma méthodologie, tu notes, tu appliques et tu passes à l'étape suivante. Avant de passer à l'étape 1, petit point de contexte. Tout ce que je vais te dire, je l'ai testé personnellement. Je l'ai fait pour ma startup dans l'IA qui s'appelle Belloom AI, mais aussi pour plein d'autres projets. Et donc, je vais te parler des bons choix, des mauvaises décisions, ce qui m'a fait perdre du temps, de l'argent et surtout, ce que j'aurais aimé savoir et faire si demain, j'avais dû recommencer de A à Z. Étape 1, poser un cadre et définir le temps alloué à ce projet. Avant de parler d'idées, de logo, de stack technique, de clients, de prospection, on parle d'abord de temps et d'organisation. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler ton agenda, c'est ton agenda qui va finir par te contrôler. D'autant plus si tu es encore salarié et que tu souhaites lancer ce projet en parallèle de ton activité. Donc tu vas te rendre sur Google Calendar et tu vas bloquer des créneaux qui sont fixes chaque semaine, chaque jour dans ton organisation. Donc 3 à 5 blocs de 2 heures minimum, toujours aux mêmes horaires, sans notification, sans réunion, sans distraction. L'objectif, c'est d'avoir des points de focus où tu vas prioriser les chantiers qu'on va activer ensemble. À partir de lundi matin, quand tu attaques ta semaine, tu sauras précisément quand travailler, sur quel sujet et surtout, tu auras une clarté d'esprit qui fera que ça va devenir une discipline et donc, tu vas passer à l'action sans avoir cet élan de frustration qu'on a tous connu quand on est entrepreneur, c'est-à-dire je suis au stade de l'idéation, je sais que j'ai une bonne idée, je vais monter mon projet et au bout de 3 jours, j'ai plus la motivation. Donc ça, c'est la première étape, c'est organise ton agenda. Deuxième étape, on va trouver ensemble et filtrer ton idée. Tu prends une feuille, t'écris toutes les idées qui te viennent, potentielles, qui seraient activables dans ton projet. Même mieux, tu vas te rendre sur ChatGPT, tu crées un nouveau canal de discussion, tu le renommes comme étant ton expert pour trouver des idées de business, tu lui parles de ton marché, tu lui parles de ton idée, tu lui parles de ton profil et ChatGPT va s'occuper pour toi de te faire une liste complète d'idées rationnelles et potentiellement activables. Autre étape importante, pour fixer cette idée et savoir si on continue d'avancer avec elle, il faut répondre à 3 questions. La première question, c'est est-ce que je comprends réellement le problème que je souhaite adresser? Si demain, tu as été toute ta vie peintre ou, je sais pas moi, artiste dans la mode et que tu souhaites t'attaquer à une entreprise dans le nucléaire, alors peut-être que tu es un petit génie, mais pas certain que ça soit le meilleur marché à aller adresser au vu de tes compétences. La deuxième question qui va être intéressante, c'est est-ce que je connais personnellement des gens qui vivent ce problème au quotidien et que je pourrais aller solliciter? Et la troisième, qui est fondamentale, c'est est-ce que à la fois il y a déjà des acteurs positionnés sur ce marché, mais surtout est-ce que le problème que je vais adresser concerne une niche, donc les gens à qui je vais vendre, est-ce que ces gens-là ont de l'argent pour payer ma solution? Donc si tu réponds non à toutes ces questions, cette idée, on la zappe, on la met de côté. Ce qu'il faut, c'est au moins avoir 2 oui sur ces 3 réponses. Autre point important, on recherche absolument un problème, pas une fonctionnalité. Et je vais m'expliquer là-dessus. Moi qui ai développé Belloom AI, qui est un agent d'orchestration d'intelligence artificielle pour tous les grands cabinets de conseil, j'aurais pu me dire, ok, je vais développer une IA pour gérer les mails. Eh bien, une IA pour gérer les mails, c'est une fonctionnalité, ça n'est pas un produit. Moi, ma valeur ajoutée, c'est pas une IA pour traiter les mails, mais c'est de dire les sales en société de conseil, ils perdent 3 heures par jour à recruter. Donc, voici ma niche, voici le problème que je vais adresser. Enfin, dernier point sur cette étape 2 de trouver et d'affiner ton idée, c'est simple, mais il faut que tu puisses vérifier s'il y a déjà des concurrents ou des gens qui essayent de faire la même chose. Pardon. Et pourquoi c'est important ? Parce que des gens qui n'ont jamais monté de boîte vont se dire s'il n'y a personne, c'est magnifique, j'ai le marché face à moi. Mais quelqu'un qui est entrepreneur comme moi, je peux vous le dire, c'est jamais bon signe. Si personne n'a eu la même idée que vous, qui n'a pas encore éduqué le marché, bref, qu'il n'y a pas de gens qui vont vous concurrencer, c'est peut-être parce que c'est pas une excellente idée. Toi, ton objectif, c'est pas d'être le premier sur ce marché, c'est de devenir le meilleur. Donc, tu as organisé ta semaine, tu as priorisé les chantiers que tu allais mettre en place, tu as Google Calendar qui est installé sur ton ordinateur, tu ne déroges jamais à aucun créneau et de l'autre côté, tu affines ta recherche, la définition de ton idée et tu la challenges avec les 3 questions que je t'ai posées. La troisième étape, une fois que tu es organisé et que tu as ton idée, ce qu'il faut, et c'est là où c'est primordial, personne ne pense à faire ça, il faut aller contre-valider et contre-checker est-ce que cette idée est potentiellement intéressante pour les clients que je vais cibler. Et donc ça, c'est une étape que 99% des primo-entrepreneurs zappent complètement.
Tu vas aller parler aux gens avant d'écrire la moindre ligne de code. Tu vas te fixer un objectif qui est simple, c'est aller d'interagir au minimum avec 60 à 70 personnes qui font partie de ta niche cible. Donc tu fais une liste de personnes qui ressemblent à ton persona type, c'est-à-dire ton client idéal. Là, tu leur envoies un message simple, c'est « Salut, je réfléchis à faire un projet autour de sujet X. Je ne vends absolument rien, j'ai juste besoin d'essayer de comprendre tes galères du quotidien. Est-ce que tu aurais 20 minutes pour que je te pose quelques questions? Ça serait vraiment adorable. » Pendant l'appel, tu ne pitches pas ton projet. L'objectif, c'est de récolter un maximum de feedback du terrain. Donc tu prends des notes mot pour mot et tu recherches les patterns, c'est-à-dire les problématiques systémiques qui reviennent et qui peuvent confirmer ton idée. À la fin de cet exercice, normalement, tu as une très bonne structuration de ton organisation, tu as une idée et surtout, tu as réussi à la valider ou non. Mais partons du principe qu'elle est validée et que les gens t'ont tous dit « ça peut être intéressant, effectivement, moi dans tel problème, ça pourrait me résoudre mon quotidien », et là, on passe à l'étape 4. L'étape 4, c'est définir ton ICP et également ton offre en une seule phrase. Maintenant que tu as parlé aux gens, ce qu'il faut, c'est définir sur un bout de papier ton idéal customer profile. Ce qu'on appelle l'ICP, c'est le gars dont tu rêves qui deviendrait ton client et c'est la personne cible à qui on va aller vendre ta boîte. Et pour ça, il faut se concentrer dans un premier temps parce que tu es primo-entrepreneur, tu n'as pas d'équipe et tu ne pourras pas être sur tous les chantiers. Concentre-toi uniquement sur une seule niche. Donc, c'est simple, tu ne vas pas cibler toutes les PME, tu ne vas pas cibler tous les coachs en ligne, tu ne vas pas cibler tous les coiffeurs ou toutes les industries. Ce qui compte, c'est avoir une seule target. Donc moi, c'est les fondateurs de cabinets de conseil qui ont entre 5 et 50 personnes dans leur boîte et qui ont déjà des clients, mais pas des process de vente structurés et qui sont intéressés par l'IA. Donc là, encore une fois, tu parles avec ChatGPT, tu lui expliques ton idée, le fait que tu as confronté ton idée à un marché, voici les retours qu'on t'a donnés et l'objectif, c'est de ressortir avec une seule phrase, une formule, c'est « j'aide X à faire Y grâce à Z ». Si tu n'arrives pas à écrire cette phrase au clair, c'est que tu n'es pas encore suffisamment précis et que ton idée, elle va partir dans tous les sens. Je sais, ça peut paraître très réducteur au début et surtout frustrant dans ton cas de figure parce que tu as l'impression que si tu trouves la bonne idée, tu pourras l'adresser à tous, mais tous les grands projets commencent déjà par une base restreinte. Maintenant que c'est fait, il faut qu'on parle des outils et comment précisément tu vas créer ton logo, créer ta boîte, faire ta prospection, gérer ton marketing. Donc là, il y a plusieurs chantiers à prioriser. On part de la base. Tu as ton idée, tu l'as contre-validée, tu commences un peu à la tester et tu sais exactement comment la définir en une phrase. Ce qu'il faut, c'est tout bête, c'est créer ton logo. Le logo pour ça, rien de plus simple. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu utilises un outil comme Canva. Par exemple, Canva, ils ont sorti un modèle d'agent IA directement accessible sur le site en ligne. Tu te rends sur cet agent et là, tu lui expliques ton idée, l'objectif de ta solution et il pourra te créer en un claquement de doigts plusieurs typologies de logos qui peuvent être design pour toi. L'autre outil que j'adore utiliser s'appelle Midjourney. C'est une IA générative spécialisée dans la construction d'images. Et cette IA, c'est la même chose. Tu peux te créer un compte complètement gratuit comme sur Canva et tu lui parles de ton projet et elle va te créer ton logo sur mesure. Donc là, tu as ton logo. Grâce à Midjourney, à Canva, tu peux même faire d'ailleurs des campagnes de branding automatisées. Tu peux créer d'autres visuels pour des images pour Instagram ou pour ta bannière de profil LinkedIn. Tu as ton idée, tu l'as contre-validée et éprouvée par ton marché. Maintenant, ce qu'il faut, c'est commencer à avoir une stack technique qui te permette justement d'une part de bâtir ce produit, cet outil informatique, et surtout d'aller t'armer, vu que tu es seul, pour faire de la prospection, du marketing, de la chasse, la gestion de tes paiements, etc., etc. Donc le premier outil qui est obligatoire, c'est ChatGPT. Tu vas te créer un compte gratuit ChatGPT qui est professionnel et l'objectif, c'est que toutes les colonnes que tu vois sur la gauche, chaque colonne doit être un canal de discussion qui est associé à chaque typologie de sujet. Donc, tu vas te créer un premier sujet qui est prospection, un deuxième qui est trouver une idée, un troisième qui est créer mon logo, le troisième qui va être répondre à tous les messages de mes clients, le cinquième qui va être faire une étude de marché sur mon positionnement en ligne pour savoir si j'ai d'autres concurrents, ainsi de suite. Ça, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet pas d'avoir une armée de personnes qui bossent pour toi gratuitement, mais mine de rien, ça te permet d'avoir différents cerveaux business qui sont orchestrés et paramétrés sur chaque problématique de manière détaillée. Donc, avec un niveau de réponse qui est monumental et surtout, ça te permet de organiser dans ta tête les différents sujets à traiter. Pour tout ce qui est stockage de tes idées, un outil qui peut être plutôt pas mal, c'est soit de passer sur un Google Doc, donc qui est aussi accessible en ligne gratuitement grâce à la suite Google, ou sinon c'est de créer un Notion.
Notion qui est vraiment l'un des meilleurs outils du marché pour pouvoir gérer tes to-do list et tes notes. Mais je vais t'en donner un autre que j'utilise tous les jours et qui m'a changé la vie, qui s'appelle Gamma. Gamma, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il te permet en quelques clics de créer from scratch grâce à une intelligence artificielle des présentations, des supports, de faire des bloc-notes et surtout d'améliorer les titres, la mise en page, la structure et même d'aller enrichir les textes. Pour la gestion de tes leads, et donc c'est-à-dire comment est-ce que tu vas trouver tes clients, les contacter et les gérer, on va rester sur un modèle qui est très simple parce qu'encore une fois, tu viens de te lancer ou alors sinon tu as une toute petite équipe à l'heure où on se parle et ce qui compte, c'est que ça te coûte le moins d'argent et que ça soit le plus simple à gérer dans ton quotidien. Parce qu'un bon outil, même qui est monumental et qui coûte très cher, si c'est un outil que tu n'arrives pas à utiliser ou que tu prends pas du plaisir à utiliser, il va te servir à rien. Donc moi, pour ma part, je te recommande d'utiliser Brevo, donc B-R-E-V-O, pour toutes tes campagnes de mail. L'objectif, c'est que je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne. Il y a plein de vidéos sur YouTube et c'est très simple. Ça va te permettre d'aller retargeter tous les gens qui sont intéressés, de les inscrire dans des séquences de mails, de pouvoir leur envoyer des newsletters, etc., etc. Et puis après, il te faut à minima un CRM qui soit, moi, celui que j'utilise, HubSpot. Donc, j'utilisais la version gratuite sur les 6 premiers mois de mon activité. À quoi va te servir un CRM si tu n'es pas familier avec ce terme? Le CRM, c'est ta base de données client. C'est un outil, une solution, qui est d'ailleurs un SaaS dans l'informatique, qui va te permettre de gérer la continuité de la chaîne de valeur de où est-ce que j'en suis avec ce client? Est-ce qu'il est signé? Est-ce que je dois le relancer? Si je l'ai signé, à combien? Comment est-ce que je l'inscris dans telle et telle séquence? Bref, ça suit l'intégralité de ton relationnel client. Et ça, c'est primordial parce que quand tu vas commencer à passer à l'action après avoir développé ton produit, il faut que tu aies une visibilité et une compréhension précise de chaque personne et de chaque interlocuteur. D'ailleurs, tous les outils que je viens de te citer, point important, sont tous en description et il me semble, je suis pas certain parce que j'ai pas fait cette vidéo pour ça, que j'ai des codes de parrainage qui te permettent d'avoir des réductions ou des licences gratuites, donc n'hésite pas à aller vérifier. On passe maintenant à la 6e étape et cette 6e étape, ça va être les partenaires, les associés et les freelances. Maintenant, il faut absolument que tu regardes, tu commences à avoir une compréhension de tes outils, tu as ton idée, tu l'as testé, tu commences à créer des designs, tu as créé ton logo, mais la véritable question, c'est est-ce que tu crois que tu peux tout faire tout seul ou est-ce qu'il te faut au minimum une personne avec toi? Moi, je vais te le dire, j'ai démarré tout seul, je suis passé de 0 à 9 freelances dans mes équipes et puis finalement, avec le recul, et ça, prends-le en note, vraiment. Tu ne pourras jamais développer une société, n'importe quel projet, et d'ailleurs d'autant plus une start-up dans l'intelligence artificielle ou bref n'importe quel SaaS dans l'informatique si tu es tout seul. Il faut absolument que tu puisses trouver un cofondateur, quelqu'un qui va prendre le poids et la charge de ce projet de la même façon que toi parce que sinon tu vas t'écrouler et tu ne vas pas tenir. Au démarrage aussi, ne t'en veux absolument pas parce que ça se trouve, toi, tu n'as jamais évolué dans ce contexte-là et tu n'es pas obligé de trouver le CTO, donc c'est ton responsable technique, ton cofondateur, le CTO de ta vie, hein, le gars qui pourrait aller battre Steve Jobs et qui est le meilleur développeur de tous les temps. Non, ce qui compte, c'est de commencer par la base. Rien que déjà le temps de faire ton audit du terrain, comme je te l'expliquais dans les premières étapes, de valider les idées, de faire tes logos, tes designs et d'aller identifier sur ton marché s'il y a déjà des gens qui font la même chose, ça peut te laisser plusieurs mois d'avance pour identifier les bonnes personnes que tu souhaites recruter. L'objectif, dans un premier temps, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous ayez ça en tête, c'est la vélocité, la rapidité d'exécution. Il ne faut pas travailler qu'avec des rockstars parce que de toute façon, les rockstars, ils ne viendront pas bosser avec vous parce que vous n'aurez pas d'argent pour les payer. Ce qu'il faut, c'est des gens qui ont suffisamment la tête bien faite, que tu arrives à les tordre dans tous les sens parce que des fois, tu ne pourras pas les payer ou alors il faut trouver des combines. Hein, je te payerai dans 6 mois. Est-ce que ça te dérange? Je peux te donner des parts, tu deviens mon associé. Bref, il y a toujours plein de moyens, mais auquel cas, ce qui compte, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc, faites passer des entretiens, testez les gens, dites-leur, est-ce que tu peux pas me faire cette chose-là gratuite? Comme ça, moi, ça me permet de vérifier si tu es doué. Si tu es bon, crois-moi, je te paierai. Et puis, vous allez voir. Plus tard, vous aurez le temps de trouver les rockstars. Donc moi, ce que je te conseille, c'est simple, c'est de déjà démarrer avec des petits freelances et même pas spécialement des freelances qui sont en France, qui vont te coûter très cher. Là, en termes d'outils et de plateformes à utiliser, c'est simple. Je te conseille d'aller directement utiliser LinkedIn ou alors sinon, tu peux utiliser des plateformes comme Upwork. Ce qui est très bien avec Upwork, c'est que tu peux aller taper dans tous les consultants en freelance qui sont au Maghreb, à Madagascar, à l'île Maurice ou en Inde et ils sont exceptionnels et ils vont te coûter 20 € de la journée. Donc ça, quand tu veux démarrer et tester ton projet, c'est très très bien au départ. Et sinon, je suis tombé sur une autre plateforme qui s'appelle ComUp, qui est une plateforme française. Et contrairement aux plateformes d'intermédiation de freelance traditionnelles qui vont te prendre une marge, elle est complètement gratuite. Et moi, par exemple, c'est là-dessus que j'ai trouvé mes freelances qui s'occupent de faire les miniatures de mes vidéos, le montage de mes vidéos, etc., etc. Donc, ComUp, va checker ça. Autre point de warning, à partir du moment où ça va commencer à être de plus en plus structuré, les gens, s'ils croient dans ton projet, qui sont investis et qui bossent pour toi et que toi, tu vas les tordre dans tous les sens parce que tu ne pourras pas les payer, sois vigilant
à ne pas avoir peur de donner des parts de ta société. En fait, j'ai échangé avec beaucoup de grands entrepreneurs, des gens bien plus avancés que moi, notamment un qui a une boîte qui a fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si demain tu vas avoir la volonté de créer une startup qui se développe, le meilleur moyen c'est d'embarquer des gens avec toi dans ton projet. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de se diluer, c'est-à-dire de faire rentrer les gens au capital et donc de leur donner une partie des actions de ta société. Donc le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est va te faire accompagner par un avocat ou quelqu'un qui est spécialisé dans ces sujets. Mais en tout cas, comprends une chose, c'est la fin de cette étape, tu ne pourras jamais traiter tous les sujets seul. Donc essaye de t'entourer, peut-être pas des meilleures personnes, mais un minima de personnes compétentes le plus rapidement possible. Étape 7, et là, elle est ultra importante et je suis sûr qu'elle va te sauver la vie parce que moi, c'est ce qui m'a fait perdre des années parce que j'avais toujours cette frustration et donc du coup, j'abandonnais mes projets. C'est concrètement comment tu officialises la création de ta société, comment tu crées une boîte, quel est le statut juridique que tu dois faire et surtout, je vais te donner un prestataire que je paye depuis maintenant 2 ans qui a tout fait pour moi sans que j'ai besoin de me prendre la tête sur ces sujets. Donc là, je vais même pas t'expliquer quel est le meilleur choix juridique et administratif de structure, comment est-ce que tu dois créer ta boîte, comment est-ce qu'on fait en plusieurs étapes. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler directement, moi, du prestataire que j'utilise et qui est leader aujourd'hui en France pour la création de start-up. Donc moi, je suis passé par un cabinet comptable avec lequel je collabore depuis maintenant 5 ans qui s'appelle Number. Pourquoi je te dis ça? Parce que Number, déjà, c'est gratuit au démarrage. Donc, il crée tes statuts, l'intégralité de ta société, ils te font le cabis, l'enregistrement au greffe et le dépôt du capital, tout ça gratuitement. Après, ça te coûte 99 € par mois. Et donc, si tu dois retenir une chose, je te le dis vraiment véritablement, dans ton quotidien opérationnel, tu auras tellement de sujets, surtout au démarrage, parce que tu vas y voir flou et ça sera plein d'improvisation tous les jours, ce qui est tout à fait normal. Délaisse-toi au moins de la partie administrative et comptable qui va juste te polluer le cerveau pour 99 € par mois hors taxe. Franchement, paye-les quoi. Si t'as pas 99 balles à mettre dans ton projet tous les mois, bah, c'est peut-être pas le bon moment de lancer ta société. Si tu les as par contre, à mon avis, ça doit être ton premier poste de dépense. Maintenant, on passe dans la partie qui sera à mon avis la plus longue de cette vidéo parce que là, tu as déjà plein de choses. J'espère que tu as continué à prendre des notes, à faire pause et à aller regarder les sites que je t'ai dit et à enregistrer tout le déroulé de ces informations. Parce que là, on passe dans le socle technique. Si je t'ai dit que j'ai créé une société qui est un modèle d'infrastructure d'intelligence artificielle, ça veut bien évidemment dire aussi qu'il faut qu'on parle techno et stack technique. Donc, je vais essayer de rentrer dans un maximum de détails, mais en même temps d'avoir un niveau de discours qui peut être adapté au commun des mortels, c'est-à-dire toi demain t'es pas développeur, je vais essayer de faire en sorte à ce que tu comprennes les sujets que je vais te mentionner. La plus grosse erreur que j'ai faite, et j'ai perdu 38 000 € au moment du lancement de ma société, c'est de vouloir absolument avoir le produit parfait. Qui dit le produit parfait, ça veut dire payer des développeurs très chers qui vont créer ton produit from scratch et aussi payer des outils qui coûtent très très cher pour avoir la meilleure solution. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché a tellement été bouleversé par les outils d'IA qui sont accessibles pour 20, 30 € ou 50 $ par mois. Il faut d'abord que tu capitalises avec un produit qui te coûte le moins cher possible. Et donc, ça veut dire créer un MVP. Ce qui est magnifique avec la stack technique et donc les outils accessibles en ligne que je vais te donner, c'est que même si tu n'es pas développeur, tu vas commencer à pouvoir bidouiller ton SaaS, toute ton infrastructure en autonomie en simplement 2 à 3 jours si tu es vraiment rigoureux. Ce qu'il faut comprendre pour faire simple quand tu veux développer un produit informatique, il faut distinguer plusieurs couches techniques. Dans une solution informatique, donc par exemple un site internet, un SaaS ou on va prendre un exemple LinkedIn, si tu veux vendre un produit comme LinkedIn, il y a ce qu'on appelle le front, le back-end et le full stack. Le front, c'est toute la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le visuel, bref, c'est ce que va voir ton client. Donc, c'est les fonctionnalités produits, quel est le parcours utilisateur, comment est-ce que les gens ils vont voir ton logo à tel et tel endroit, c'est quoi les couleurs, bref, comment est-ce que tu développes ça. Ça, c'est simple, tu vas utiliser un outil qui est aujourd'hui, à mon avis, le meilleur du marché, qui s'appelle Lovable. Donc Lovable aussi, il y a une limitation de crédit, donc tu ne pourras pas faire beaucoup de requêtes, mais je t'invite à le payer, c'est complètement gratuit. Il suffit que tu ailles décrire ton idée de projet, d'application, même en note vocale, et il te développe tout le front de manière gratuite en quelques minutes. Donc là, l'objectif pour toi, ça va être de tester. Parle-lui, refais des requêtes, change, dis-lui non, ça me plaît pas, etc., etc. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas pouvoir commencer à monter en compétence sur cette partie front. Je te donne un autre conseil, mais pour avoir la meilleure force d'exécution au moment de parler avec Lovable, parce que toi, tu n'es pas prompt engineering, c'est-à-dire que tu n'as pas été formé pour parler avec une intelligence artificielle, rends-toi d'abord dans ChatGPT, explique ton projet à ChatGPT et demande à ChatGPT de te restituer ta demande, ta requête, sous le format d'une requête JSON à mettre dans Lovable. Donc, tu vas dire à ChatGPT, voici mon idée, voici où je veux que le logo soit. D'ailleurs,
excuse-moi, ça me fait penser à ça, grosse information importante, n'hésite pas à, avant de te rendre sur Pinterest, à aller regarder des esthétiques, ce qu'on appelle des inspirations de SaaS qui existent déjà. Tu prends des screenshots de ces images sur Pinterest, tu les donnes à ChatGPT et ChatGPT va les décortiquer et ça, tu vas pouvoir aller les mettre dans ton prompt JSON à copier-coller dans Lovable. Maintenant que c'est fait, tu as cette stack et cet outil pour ton front, ce qu'il faut, c'est aller faire le back-end. Donc, c'est-à-dire globalement, qu'est-ce qui tourne en arrière-plan pour faire fonctionner ton application. Là, c'est très simple. Il faut que tu puisses installer en local sur ton serveur ou sur ton ordinateur un modèle applicatif qui s'appelle Cursor. Cursor, c'est aussi une intelligence artificielle qui va te permettre en quelques clics de créer toute la partie back-end de ton application. Et là, c'est la même chose. Tu lui parles de ton idée. Tu peux même aller dans Lovable, aller dans la partie source code, copier-coller ton code. Tu peux aussi, si tu es développeur, bien évidemment, implémenter directement ton code Lovable vers un repo GitHub. Et si tu copies-colles ce code et que tu le donnes à Cursor, Cursor aura suffisamment d'intelligence pour comprendre ce qu'il doit réaliser en back-end. Il te faudra aussi nécessairement une base de données parce que tes clients, ils vont se créer des profils, ils vont se créer des mots de passe. Donc, il faut stocker cette donnée, c'est obligatoire. Aussi pour un niveau d'authentification. Et donc là-dessus, je t'invite à créer un compte sur un outil qui s'appelle Supabase, qui est aussi gratuit ou sinon payant. Et là, tu diras à Lovable et à Cursor, quand tu leur parleras pour qu'ils créent ton application, j'ai créé un compte sur Supabase, pense à l'intégrer également. Donc là, en synthèse, encore une fois, et j'espère que je t'ai pas perdu, parce qu'on commence à avoir pas mal d'éléments, il ne faut pas que tu aies besoin d'une architecture qui soit aussi forte qu'une application Google. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit truc qui marche le plus rapidement possible et que tu pourras modifier sans accumuler de dettes techniques. Donc encore une fois, je te le répète, tu as Lovable ou d'ailleurs Vercel pour utiliser le front, tu as Cursor pour le back-end, pour la partie authentification et base de données, tu as Supabase, pour la partie logo et design, tu peux utiliser Midjourney, pour les retravailler, tu peux directement aller dans un agent Canva. Et là, ton objectif, il est simple, tu as maintenant ton idée, tu commences à savoir quels sont les gens qui doivent t'entourer dans ta boîte pour pouvoir la faire croître, tu as ta stack technique et là, 3 semaines plus tard, tu as peut-être validé ton idée avec ton marché, tu as des visuels et surtout, tu commences à avoir un MVP, c'est-à-dire un minimum viable product, c'est-à-dire en gros, un petit product bidouillé qui t'a pas coûté beaucoup d'argent, mais que tu peux commencer à tester sur ton marché. La prochaine phase, et là, c'est généralement aussi une erreur très fréquente, quand je te le disais, mais je vais le répéter, c'est de vouloir créer un produit qui soit parfait. Ton objectif, c'est vraiment le V0. C'est le moins que rien. Et qu'est-ce que ça veut dire le moins que rien? Tu dois prioriser uniquement un seul use case. Donc, tu reprends ta fiche, quand tu as interrogé les 50-60 personnes sur ton marché qui pourraient être tes clients rêvés, et tu te dis, ok, et ça d'ailleurs tu vas demander à ChatGPT, voici toutes les notes que j'ai prises, fais un résumé exhaustif de tous les points qui ont été remontés en priorité le plus de nombre de fois et donc qui va être ma valeur ajoutée première. Sur cette base-là et ce chantier, cette documentation, dis-moi quel est l'élément avec le plus de valeur ajoutée sur lequel me concentrer. Ça, c'est ton use case. C'est vraiment ce que tu dois garder et ton produit, le MVP que tu vas créer, c'est à ça qu'il doit répondre, rien d'autre. Donc par exemple, tu veux créer un outil qui permette d'améliorer les prospections pour les sociétés qui travaillent dans l'automobile, et ben ton use case, après avoir parlé avec tous les gens qui vendent des bagnoles tous les jours et que tu as priorisé tout ça, c'est pas de dire ok, je vais bouleverser leur quotidien. Non, c'est mon use case, c'est mon outil, mon SaaS informatique. Il va leur permettre d'avoir un taux d'ouverture à leur mail sur les propositions commerciales de plus de 38%. Comme ça, je sais que ça va leur permettre d'avoir plus de mails ouverts, peut-être plus de devis signés et donc plus de chiffre d'affaires. L'important, c'est d'avoir des retours de ton terrain et que les clients que tu as commencé à questionner puissent le tester et te dire bon bah ouais, finalement ça marche, même si c'est pas du tout optimal et que je vais pas le payer, mine de rien, c'est intéressant. On bascule maintenant dans la phase 9 ou 10, je ne sais plus. Maintenant que tu as un produit, un MVP, maintenant que tu as contre-validé ton idée, que tu as une petite base de gens qui t'ont fait confiance pour t'aider à co-construire ce produit, tu as ton visuel, tu es peut-être encore tout seul, tu as organisé ta journée, tu sais exactement quelle est la vision stratégique que tu dois appliquer. Bah maintenant, on rentre dans une phase qui est déterminante, c'est d'aller contre-valider enfin ton petit bébé, ton MVP, pour avoir un product market fit. C'est globalement, est-ce que sur la base de l'existant, les gens que j'avais déjà interrogés dans un premier temps seront satisfaits du petit truc que je viens de pondre. Donc là, tu retournes voir les gens que tu avais interrogés et tu leur dis « J'ai travaillé sur l'outil comme promis et je recherche maintenant de manière exclusive, pour améliorer ton branding, 5 à 10 personnes pour l'utiliser en avant-première gratuitement. » Moi, c'est ce que j'ai fait avec Belloom AI. J'ai par exemple créé
un programme qui s'appelle Ambassadeur. Et dès que j'ai finalisé la première ébauche de mon produit, j'ai fait des annonces partout sur LinkedIn et sur Instagram et par mail. On offre 15 licences à 15 sociétés de conseil gratuitement pendant 2 mois. Par contre, on attend de vous que vous nous aidiez à co-construire le projet. Ça, pourquoi c'est magnifique? Parce que déjà, ça va te permettre de voir si tu as travaillé pour rien. Ça va aussi te permettre de récolter beaucoup plus de use case du terrain pour améliorer ton produit. Mais surtout, ça va te servir aussi d'avoir des témoignages clients et donc un levier d'acquisition marketing pour dire écoutez, j'ai plus simplement une idée. Je suis plus simplement un entrepreneur qui bidouille. Non, j'ai monté ma boîte et j'ai même des gens qui utilisent mon service tous les jours. Donc là, meilleur conseil, tu vas retourner sur Canva, tu vas créer des très beaux visuels pour faire une campagne marketing d'ambassadeur et tu recontactes en priorité les gens avec lesquels tu as eu le meilleur feeling. Et d'autant plus important, parce que moi j'ai fait cette erreur-là sur le programme ambassadeur, choisis des gens qui correspondent parfaitement à ta niche. C'est pas parce que quelqu'un est ultra motivé et qui veut utiliser dans tous les sens ton produit gratuitement qu'il va avoir des retours qui vont être constructifs dans le développement de ton projet. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un, encore une fois, qui soit de ton ICP et qui accepte de jouer le jeu. Donc, il faut le challenger. Ok, si je te donne les accès gratuits, que tu deviens ambassadeur, toutes les semaines, je veux des retours. Toutes les semaines, tu t'engages à me noter de 0 à 10. Tu vas me dire dans ton quotidien ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché. Et donc, en synthèse, cette étape-là, c'est de rechercher ton product market fit, comme je le disais. Et donc, tu vas regarder, est-ce qu'ils reviennent sur le produit? Combien de temps ils l'utilisent? Est-ce qu'il y a un churn? C'est-à-dire, pour tous les 100 personnes onboardées sur ton produit qui l'utilisent même gratuitement, il y en a 18 qui ne reviennent jamais l'utiliser. Est-ce que aussi il part de ton outil à d'autres collègues ou à d'autres personnes de cette ICP? Et enfin, la question la plus déterminante, et moi ça m'a fait beaucoup de mal parce que la réponse c'était non, c'est est-ce qu'il serait triste demain si tu coupais ton service et si ta boîte elle faisait faillite? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que réellement tu as répondu à un problème qui est tellement important dans leur quotidien que finalement, si demain ta boîte fait faillite, ils seraient prêts à repayer ton outil parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Si les réponses à ces 3 points est non, là, on rentre dans une autre phase de ton parcours entrepreneurial qui va forcément arriver. Et donc, prépare-toi. Il faut que tu sois adaptable et faire preuve d'agilité. C'est très simple. Il faut que tu puisses pivoter. La notion de pivot, elle est déterminante. Moi, avant de monter Belloom AI, j'avais monté un premier SaaS qui s'appelait Belloom. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte, on avait fait tout ce travail, sauf que j'avais fait plein d'erreurs en perdant de l'argent, en faisant des mauvais recrutements. On s'est rendu compte que les gens, finalement, même les ambassadeurs qui nous disaient que ça allait être génial, au moment de payer quand on a sorti l'outil sur le marché, personne n'en voulait. Et là, c'est soit tu t'effondres, soit tu prends du recul sur la chose et tu te dis, c'est pas grave, moi je suis un exécutant, je suis là pour rendre du service à mon marché, donc je pivote et je vais changer mon fusil d'épaule pour trouver un nouveau product market fit. C'est pas un échec. Tous les entrepreneurs sont passés par là. Toutes les boîtes que tu as en tête, Airbnb, Apple, Slack, toutes les grosses startups n'étaient pas la première idée qu'ils avaient au départ. L'autre étape, pour toujours prendre de l'avance, parce que là, tout ça, c'est très bien, tu commences à avoir un projet qui est structuré, tu as toute la stack technique que je t'ai expliqué, les outils, tu sais où recruter tes freelances, comment trouver ton cofondateur, contacter les bonnes personnes sur LinkedIn, regarder le marché si tu as une demande et tu commences à valider ton audit du terrain avec des gens qui deviennent tes ambassadeurs, là, c'est commencer ta campagne de marketing et de branding. Donc moi, je t'invite à building public. Moi, c'est ce que j'ai fait sur LinkedIn. En l'espace de 12 mois, j'ai atteint 22 000 abonnés, 5 millions de vues et j'ai booké des centaines de rendez-vous de prospection. Ça m'a permis quoi? D'avoir une véritable assise et déjà de la crédibilité et de la demande pour mon SaaS avant même qu'il soit sorti publiquement. Donc 2 choses, tu vas choisir un canal d'acquisition et de campagne marketing, donc LinkedIn, Instagram, Twitter ou TikTok. Si tu lances un SaaS dans l'intelligence artificielle, les 2 meilleurs à mon sens, c'est Twitter et LinkedIn. Et une fois que c'est fait, tu commences à parler tous les jours du développement de ta solution. Donc tu dis, voici par quoi on en est passé, voici aujourd'hui le programme ambassadeur qu'on a lancé, voici les feedbacks qu'on en a, est-ce qu'il y a d'autres gens qui seraient intéressés pour intégrer le programme ambassadeur? Et la cerise sur le gâteau, tu ouvres une waiting list. La waiting list, elle va te servir à quoi? Et c'est déterminant, elle a quelques objectifs, c'est de mesurer simplement combien de personnes sont engagés dans ton projet, ont entendu parler de ton projet et surtout sont prêts à le payer. Ça va aussi te permettre de valider est-ce qu'il y a une vraie traction sur ton marché et surtout de créer un canal direct parce que tu vas récolter les mails, les numéros de téléphone, un canal direct avec ton audience et ton ICP. Donc là, rien de plus simple. Moi, je me suis pas fait chier, je me suis pas cassé la tête. Je suis allé sur Google Forms, j'ai créé un questionnaire et puis après, je suis retourné sur Lovable et sur Vercel, les outils que je t'ai mentionnés et j'ai fait une page d'acquisition un peu plus sexy. Et là,
tu mets ton lien dans tous les posts que tu fais, en commentaire, tu sollicites les gens par message, tu leur proposes de s'inscrire, tu les rediriges, bref, c'est un call to action. Il faut que tu arrives à avoir la plus grosse liste d'attente potentielle. Une fois que c'est fait, tu utilises l'outil que je t'ai parlé de retargeting et de mailing qui s'appelle Brevo, et là, tu vas nurturer, c'est-à-dire tu vas éduquer ton audience en leur envoyant un mail toutes les semaines pour leur parler d'actualité business, bref, un format de newsletter, tu leur dis où est-ce que vous en êtes, et les gens, ils vont commencer à créer du lien avec toi alors que ton projet n'est même pas encore sorti. Ça, c'est fondamental. Moi, tu vois, même moi, j'ai déjà été piégé plein de fois. Je voyais un projet qui était sexy, par exemple, de gars qui voulaient lancer une marque de basket, la première made in France pour le running et la course à pied. Et bah, ces mecs-là, je me suis inscrit sur la liste d'attente parce que j'ai vu un post LinkedIn qui avait fonctionné. Dans la liste d'attente, 3 semaines après, je crois que c'était le 4e mail, c'était est-ce que vous voulez payer et faire partie des premiers à recevoir en exclusivité notre paire de chaussures quand elle sort? J'ai payé et j'ai reçu le produit 8 mois plus tard. Mais ça me dérange pas parce qu'en fait, j'ai créé un lien et j'avais l'impression de faire partie d'un microcosme et d'une communauté. Et bah, dans le secteur d'activité B2B, c'est la même chose. Oubliez pas que Chantal de la comptabilité ou Marc, responsable de l'infrastructure ou du développement commercial au sein de la BNP Paribas, c'est aussi des gens qui aiment créer du lien avec les prestataires. Donc l'autre étape, c'est de choisir aussi quel est ton axe différenciant. Moi, je vois différentes typologies de sujets qui peuvent être abordés. C'est ton histoire, le problème que tu attaques, pourquoi tu es la bonne personne pour attaquer ce problème, la vision de ton produit, la vision à quoi va ressembler ton produit si c'est un succès. Et puis après, c'est des exemples et des cas clients concrets. Ça, encore une fois, si tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit et que tu en es arrivé jusqu'ici, tu te crées un canal associé dans ChatGPT qui devient ton expert en copywriting et de création de personal branding LinkedIn. Donc, tous ces items, tu lui donnes à être ingéré et c'est lui qui va gérer ta stratégie de post LinkedIn. On arrive quasiment à la clôture de ce programme et de cette formation complète. Il ne reste plus que 2 étapes fondamentales et j'espère que tu es resté jusqu'ici parce que si tu ne les fais pas, ton projet ne va pas marcher. Tout ce qu'on s'est dit va se casser la gueule. L'avant-dernière étape qui est fondamentale, c'est de définir correctement ton pricing et donc également ton processus de vente, de suivi de tes clients. Tu commences à avoir des gens qui sont intéressés, tu as des gens qui s'inscrivent dans ta liste d'attente. Les retours que tu as de ton format ambassadeur sont plutôt encourageants, mais maintenant, il faut que tu puisses vendre ce service parce que tu n'es jamais entrepreneur si tu as fait 0 vente. Ce qui est génial avec le format d'un SaaS, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou pas, c'est que cette plateforme informatique que tu vas vendre ou que moi je vends, ça fonctionne sur un module d'abonnement. Donc, ça te permet d'avoir une certaine récurrence dans ta projection financière et ça, c'est génial pour tes futurs investisseurs si jamais tu veux faire une levée de fonds, mais aussi dans un modèle de bootstrapping, c'est-à-dire où tu t'autofinances, parce que moi je m'autofinance. Ça te permet d'avoir toujours une visibilité et une meilleure attente des objectifs que tu peux te fixer parce que tu sais que dans 6 mois, dans 12 mois, normalement, si tu as bien fait ton travail, tu auras encore du chiffre d'affaires qui va continuer de s'accumuler. Donc généralement dans les SaaS, il y a 2 dispositifs tarifaires. C'est soit un abonnement mensuel, donc généralement c'est soit gratuit avec des limitations et après 49 € par mois ou 119, 219 € par mois en fonction de l'offre de service que tu as. Ou sinon le deuxième dispositif, c'est l'abonnement, mais en amont de phase, je fais aussi payer ce qu'on appelle un setup fees, c'est-à-dire un frais de déploiement chez toi et donc d'utilisation de ton infrastructure. Donc, tu commences par focaliser tes messages de prospection sur LinkedIn, tu contactes les gens en direct, tu as tes posts LinkedIn qui va commencer à convertir en mettant des gens qui vont s'inscrire dans ta waiting list. Dans ta waiting list, ces gens-là, tu vas les nurturer avec des newsletters chaque semaine et tout ça te commence à te créer un système commercial de gens qui identifient qui tu es, pourquoi tu fais ton projet et surtout qui vont être intéressés normalement par payer ton projet au moment où il sort. Et tout ce que je viens de t'expliquer, c'est complètement magique. Parce que si tu l'as bien compris, à part avoir payé quelques outils et également Number pour créer ta société et toutes tes démarches administratives et comptables, là, tu as créé ta startup pour 0 €. Et surtout, tu n'as pas perdu de temps. Tu as pu faire ça peut-être en 3 à 4 mois à côté de ton travail ou alors pendant que tu es au chômage et ça t'a permis de valider ton projet avant même de le lancer. Et si jamais tu n'as pas respecté ces étapes-là et que finalement personne ne veut de ton projet à la sortie, c'est pas grave. Tu n'as plus comme les entrepreneurs en 2015, en 2020 ou en 1990 perdu 2 ans à te focaliser sur un projet. Grâce à ce système et à cette méthodologie, à ce blueprint, tu as su monter ta boîte en l'espace de 4 mois à peine et donc être suffisamment agile pour rebondir. Et c'est pour cette raison que j'insiste énormément, parce que là, on rentre sur la dernière phase qui va tout changer dans ton parcours entrepreneurial. Cette dernière phase qui est primordiale, c'est de capitaliser sur ton réseau. Donc, il suffit pas juste d'être visible, de raconter ta vie sur Twitter et sur LinkedIn, mais même si d'ailleurs, tu n'as pas envie de créer du contenu marketing, la chose que tu devrais faire
À la toute base, reviens au début de cette vidéo et annote ce point-là qui est un des plus importants, c'est d'aller interagir également avec des réseaux professionnels. T'as parlé à tes clients, c'est très bien. Mais n'oublie pas aussi d'aller solliciter des entrepreneurs qui ont déjà fait le même travail que toi et qui pourraient te conseiller. Pose des questions précises, demande-leur leur feedback, demande des introductions à d'autres personnes dès que c'est pertinent. Tu t'en rendras compte, les entrepreneurs, c'est pas tous des connards prétentieux qui se sentent comme des génies. Si tu fais cette démarche, que tu expliques que tu vas co-créer ta boîte avec une petite équipe ou que même tu es solo founder, les gens accepteront de te donner un créneau peut-être dans 1 mois ou dans 2 mois et de te dédier 30 minutes où ils vont t'aider. Moi, par ailleurs, je l'ai déjà fait pour beaucoup d'entrepreneurs. Et donc sur cette dernière étape, n'hésite pas à le faire. Tu vas m'ajouter sur LinkedIn. Moi, c'est Théo Haddad, fondateur de la société Belloom AI et Sales Connect. Et sur mon profil, tu m'envoies un message en me disant que tu es tombé sur ma vidéo YouTube. Et si tu veux qu'on échange, je prendrai le temps de te répondre complètement gratuitement. On en a fini avec cette méthodologie complète. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. En tout cas, moi, je sais de la manière la plus transparente et sans aucune pédanterie envers moi-même que si j'avais eu le droit à une vidéo aussi complète au moment de me lancer, j'aurais probablement économisé énormément d'argent. Donc maintenant, je t'ai donné cette recette de cuisine, étape par étape, mais la réalité, c'est que dans la vraie vie entrepreneuriale, si tu vas te lancer, tu vas t'en rendre compte, c'est que tu vas complètement improviser au day-to-day, tu vas faire beaucoup d'allers-retours, tu vas d'abord prioriser une ICP, un type d'outil, et puis 6 mois plus tard, tu vas te rendre compte que tu veux complètement autre chose. Tu vas passer énormément de temps et dépenser de l'argent sur des fonctionnalités qui finalement ne verront jamais le jour. Ton premier logo, tu vas être très très fier, et finalement 6 mois plus tard, il va te dégoûter comme ton premier post sur LinkedIn, et crois-moi, tout ça est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est d'avoir un schéma d'orchestration avec une discipline tous les jours, un fonctionnement et un système où tu reprends ma vidéo étape par étape et tu te rendras compte, les succès que tu vas atteindre dans 3 à 4 mois, ta vie sera complètement différente et ton projet aura vu le jour. Une startup, c'est pas une ligne droite. Je veux que tu repartes avec cette phrase. C'est vraiment un cycle. Ce qui compte, c'est pas de suivre le plan à la perfection à 100%. Ce qui compte, c'est vraiment de revenir au plan. Et c'est là où les gens, ils échouent. Parce que généralement, les gens qui n'ont pas eu de succès dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils savent exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont regardé plein de vidéos, c'est des sachants. Mais la réalité, c'est la qualité de l'exécution. Donc même si tu penses connaître le plan et ce que je t'ai dit était le b.a.-ba pour toi dans cette vidéo, n'hésite pas à y retourner de manière fréquente, quasiment toutes les semaines, pour t'assurer que tu es toujours dans la bonne démarche logique. Donc bref, c'était Théo. J'espère que cette vidéo te sera utile. Quant à moi, je te retrouve très vite et d'ici là, je te souhaite tout le meilleur. N'hésite pas à t'abonner, à commenter le nom d'un de tes potes qui est entrepreneur et qui a besoin de conseils. Et on se retrouve très vite. Bon courage à toi pour le business.